Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes confortablement installés pour cet épisode de cette semaine. Alors comme je le dis et je le répète depuis un petit moment, pour 2021, j'ai envie de créer encore plus d'interactions sur le podcast et sur les réseaux sociaux pour que cela grandisse. Et bien entendu, j'ai besoin de vous. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, je vous invite à aller regarder dans les notes de podcast et à cliquer sur les liens pour me suivre sur Instagram. Et aussi, si vous écoutez sur Apple Podcast, j'aimerais que vous preniez quelques instants, je sais, ça prend un petit moment, d'accord, pour mettre une évaluation, un commentaire. Et chaque semaine, je sélectionne en fait un commentaire et la personne qui a écrit le commentaire sélectionné se voit offrir 30% de rabais sur le programme d'auto-coaching, c'est-à-dire qu'elle a un mois gratuit ou bien une séance de peintre-analogie en ligne gratuite. Aujourd'hui, je remercie Pic Gabi qui dit « Super, ça fait réfléchir et à se sentir mieux. Après l'épisode sur les pensées, je n'ai pas pu éviter de réfléchir sur les pensées que j'avais pendant toute la journée. Ça fait du bien et ma journée m'a semblé plus légère. Bravo et merci. » Merci à toi Pic Gabi, et si tu as envie d'avoir une séance de Pinta gratuite ou bien 30% sur le programme d'auto-coaching, fais une capture d'écran de ton commentaire, envoie-le-moi et puis on s'arrange entre nous après cela. Bon, je vous remercie de tolérer tout cela. Je sais que ça peut être un petit peu enquiquinant, surtout quand vous avez envie que j'aborde le sujet d'aujourd'hui qui est les blessures secrètes. Alors si vous avez déjà lu le livre de Lise Bourbeau, vous connaissez sûrement les 5 blessures de l'âme. Alors Lise Bourbeau, c'est une psychologue psychanalyste et il y a un bon moment, elle a mis en évidence, fait émerger 5 blessures qu'elle appelle les blessures de l'âme. Il y a 4 blessures qui sont actives pour chacun d'entre nous à des niveaux différents. Il y a la blessure de l'abandon, du rejet, de la trahison et de l'injustice. Et il y a une blessure optionnelle qui est celle de l'humiliation. Elle est optionnelle parce que elle n'est active que pour les personnes qui ont vécu des situations correspondant à cette blessure. Maintenant, on peut avoir des blessures qui en cachent des autres. Par exemple, la blessure de la trahison peut cacher celle de l'abandon et la blessure d'injustice, celle du rejet. Dans son travail, Lise Bourbeau pose que ces blessures sont faites avant l'âge de 6 ans. Alors, sans entrer dans les détails de la psychologie du développement et la psychologie de l'enfance, de manière générale, il y a effectivement les blessures qui sont vécues à l'enfance et qui se réactivent d'une manière très précise à l'âge adulte, mais il y a aussi les expériences que l'on fait en tant qu'adulte d'abandon, de rejet, de trahison et d'injustice et qui impactent beaucoup. Je dirais que les personnes qui viennent en consultation, surtout pour l'hypnose, pour aller guérir, ont souvent une résonance avec une de ces blessures et aussi avec la blessure de l'humiliation, bien entendu. D'ailleurs, petit aparté pour l'humiliation, dans les travaux du docteur Stephen Hawking, l'état d'humiliation, de honte est l'état vibratoire le plus bas qu'une personne peut ressentir. Et pour moi, je pense que le plus grand crime que l'on puisse faire à quelqu'un, c'est de l'humilier. C'est quelque chose d'indescriptible et de très violent à mon sens. Alors, dans cet épisode, je vais décrire et donner la description des 5 blessures de l'âme. Et ce que je vais vous inviter à faire, bien entendu, c'est une synthèse. Ma première invitation sera bien entendu d'acheter le livre si ça vous parle. Et ma seconde invitation, c'est juste d'écouter et de laisser résonner. Je vais décrire non seulement la blessure, comment elle se manifeste au quotidien, mais aussi le masque qu'il peut y avoir, on va expliquer après ce que c'est, ainsi que la plus grande peur qui peut justement vous induire en erreur. Rappelez-vous qu'on est tous concernés par au moins 4 blessures, celle du rejet, de l'abandon, de la trahison et de l'injustice. Des choses sur lesquelles généralement on a
une assez grande sensibilité et que quand on le vit, ça fait assez mal. Même au niveau neurologique, et je sais pas si j'en ai déjà parlé dans ce podcast sur cet aspect-là de la neurologie, de la douleur, mais les blessures émotionnelles activent les mêmes zones du cerveau que les blessures physiques. Et comme vous savez déjà mon positionnement sur l'interconnexion de toutes ces différentes parties qui nous constituent, pour moi ce n'est pas du tout surprenant, mais je trouve toujours important de le préciser parce que parfois on peut se dire ouais mais pourquoi est-ce que ça fait si mal, c'est juste une émotion, etc. Il y en a qui sont encore dans les préceptes de banaliser une émotion comme quelque chose d'un petit peu dérangeant, alors que c'est quelque chose de très puissant. Et heureusement, aujourd'hui, la science nous permet en fait de confirmer aussi, oui, une émotion fait mal. Il y a une étude qui a été faite en Californie qui a scanné le corps des personnes qui vivaient une émotion. Et on pouvait voir où il y avait de plus d'énergie, ou plus le sang qui allait, quelles étaient les parties du corps qui étaient le plus mobilisées. Et sans grande surprise, tout ce qui a à voir avec le j'en ai plein le dos, c'est dans le dos, ça me brise le cœur, et c'est dans le cœur. Enfin bref, donc comme quoi on est quand même assez logique, et notre langage en dit beaucoup. Parfois, je m'amuse même à me dire que notre langage transmet et donne de la voix à ce qu'on ne voit pas de manière inconsciente et depuis des générations. Je reviens sur mes blessures de l'âme. On va commencer avec la première blessure qui est celle de la blessure du rejet. Les attitudes et comportements liés à cette blessure et au masque sont que la personne aura très peu d'estime d'elle-même, elle se trouve nulle, elle est souvent insatisfaite, elle se trouve différente du reste de sa famille, elles se sent incomprises souvent dans un groupe, et il y a vraiment cette solitude ainsi que cette inquiétude et cette nervosité. D'ailleurs, sa plus grande peur, c'est la panique. Dès qu'il y a de la panique, ça va l'activer d'une manière où elle perd un petit peu son objectivité. La personne qui a la blessure de rejet, elle va avoir plusieurs moyens de fuite, c'est-à-dire qu'elle va aller dans les faux plaisirs ou les manières de faire un peu un effet tampon avec ce qui est désagréable, donc c'est-à-dire à travers l'alcool, les drogues, jeux vidéo, le sommeil, le sexe, etc. Elle va utiliser beaucoup le déni en se coupant de la réalité et en se réfugiant dans son monde, et parfois dans la lune. En fait, d'une certaine manière, par peur du rejet ou de revivre le rejet, elle va, d'une certaine manière, se mettre automatiquement en rejet et en retrait. D'ailleurs, les choses matérielles, ça a peu d'importance. Ce qui est plus intéressant pour la personne qui a la peur du rejet, qui est assez active, c'est les activités intellectuelles, parce que c'est dans sa tête. On peut difficilement se rejeter de sa propre tête. Et elle a souvent beaucoup d'imagination, qu'elle va utiliser pour s'imaginer des scénarios de rejet, souvent. Le masque de celui qui a la blessure du rejet est le fuyon. Alors, le masque, c'est un mécanisme de défense qui s'active lorsqu'une blessure de l'âme est réactivée. Et c'est un mécanisme de défense qui se met en place automatiquement, inconscient, qui est puissant et qui est dans le but de protéger. Et ça c'est super important, surtout pour la deuxième partie de ce chapitre sur les blessures de l'âme, pour justement comment soigner ces blessures et se déprogrammer d'une certaine manière. La deuxième blessure est celle de l'abandon. Alors, les attitudes et comportements liés au masque et à la blessure sont que la personne aura très peur de la solitude, elle a besoin d'attention, d'être soutenue, elle ressent parfois une tristesse profonde sans savoir pourquoi. Elle va parfois développer aussi une attitude de victime et se croire malchanceuse ou bien provoquer des drames ou des maladies pour attirer pitié et attention. Bien entendu, et j'appuie là-dessus, ce sont des mécanismes inconscients dus à une blessure. Après, on peut aller étairer un petit peu comment est-ce que la blessure elle est faite. Dans le livre, en fait, elle explique que c'est pour elle, donc entre l'âge de 1 et 6 ans, et que c'est avec les figures d'autorité, que ce soit un parent ou bien peut-être des professeurs, qu'il y a à un moment donné une action, quelque chose qui est fait, ou bien qui est dit, qui crée cette blessure. Pour la blessure du rejet et de l'injustice, c'est souvent pour le parent du même sexe, et pour la blessure de l'abandon et de la trahison, c'est souvent par rapport aux parents du sexe opposé. À nouveau, c'est une théorie qui a un certain âge,
Voilà, l'important c'est de voir qu'est-ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui vous fait du sens. Bon, je retourne aux attitudes et comportements liés à la blessure de l'abandon. La personne, va avoir peut-être une attitude plus de victime. Elle va aussi avoir une attitude très empathique, c'est-à-dire qu'elle va facilement ressentir les émotions des autres, mais elle va l'utiliser pour ramener l'attention à elle. Il y a vraiment ce besoin d'attention et aussi des difficultés à faire ou décider seule. Et donc, bien entendu, sa plus grande peur, c'est la solitude. Et son masque, donc le mécanisme de défense qui se met en place automatiquement, c'est celui de la dépendance. C'est-à-dire que la personne qui a la blessure de l'abandon va parfois préférer rester dans des situations qui sont très inconfortables, mais où elle a un lien, plutôt que de confronter cette peur de solitude. Ensuite, la blessure de la trahison. Alors, les attitudes et comportements du masque de la blessure au quotidien sont généralement des personnes qui vont montrer une forte personnalité et qui vont s'imposer et imposer leur volonté. Il y a vraiment cette notion de « je vais me montrer fort et je ne veux pas que vous voyiez mes faiblesses ». Parce que quand on se fait trahir, il y a cette espèce de vulnérabilité et cette impression de ne pas avoir vu le coup venir. Donc il faut se montrer le plus fort, le plus grand. C'est quelqu'un qui va chercher les honneurs, qui veut être spécial, important. C'est quelqu'un qui prend aussi beaucoup de place. C'est quelqu'un aussi qui, au niveau de la morale et de l'éthique, c'est peut-être un petit peu gris. C'est-à-dire qu'il va facilement mentir, mais par contre, ne va pas accepter qu'on lui mente. C'est quelqu'un qui va facilement donner sa confiance à une autre personne qui paraît grande, puissante, donc des célébrités, ou quelqu'un qui a un positionnement influent dans un groupe ou dans la société, et qui par contre peut être très déçu et devenir méfiant. Il y a une exigence qui est marquée aussi chez ces personnes-là. Il peut d'ailleurs même, comme je l'ai dit, c'est assez gris, c'est cette espèce de notion d'éthique, de morale, parce qu'il peut devenir manipulateur. Et tous les moyens sont bons, bouder, faire du chantage, mentir, pleurer, crier, menacer. Ça peut être quelqu'un qui est assez bouillonnant. C'est aussi quelqu'un qui est convaincu d'avoir raison et qui va à nouveau s'imposer. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez lourd. Il y a une espèce d'énergie presque brusque. Il est facilement intolérant et impatient vis-à-vis des gens qui sont trop longs, ou bien il critique les gens qui sont dépendants, et il va facilement montrer sa colère. Il y a un vocabulaire assez précis chez ces personnes-là qui est, tu sais, fais-moi confiance, lui je ne lui fais pas confiance. Il y a tout bien sûr, trahison, confiance, c'est assez compliqué. J'avais raison, est-ce que tu as compris? Écoute-moi, c'est vrai, franchement. Il y a quelque chose de très imposant. Le masque, justement, de la personne qui a la blessure de la trahison, c'est celle de vouloir être dans le contrôle. Je veux contrôler l'impact que les autres ont sur moi. Je veux aussi contrôler l'image qu'ils ont de moi. Et d'avoir une image qui est assez impressionnante pour qu'ils aient pas envie de me trahir parce que je pourrais justement faire des pieds et des mains. Et puis sa plus grande peur, c'est la séparation et le reniement. Donc c'est assez intéressant. La blessure de la trahison, elle est assez intéressante. Je sais pas pourquoi chaque fois que je lis la blessure de la trahison et en tout cas les attitudes, les comportements et les masques, ça me fait penser à un roi, bien une reine, qui est à l'affût de la prochaine trahison, qui est un petit peu tout seul dans sa cour, mais qui en même temps a vraiment besoin de l'accord et du soutien des gens, mais qui en même temps ne peut pas se permettre d'être naïf. La blessure de l'injustice, qui est la dernière des 4 blessures que l'on retrouve chez tout le monde, c'est donc les attitudes et comportements liés au masque à la blessure sont justement de montrer une certaine dynamique, toujours, même s'il est fatigué, va vraiment cacher en fait les problèmes, si quelque chose le dérange. Il y a vraiment cette impression de je vais minimiser, va pouvoir s'en sortir tout seul, en tout cas c'est ce qu'il prône, ou que la personne prône, et est optimiste et positif. Il y a ce besoin de contrôler sa colère, son apparence, donc c'est assez différent de la blessure de la trahison au sens de la colère. Il veut vraiment correspondre à l'image idéale qu'il a de lui-même, et donc
il y a une association de sa valeur avec ce qu'il fait, ce que cette personne fait et son apparence. Il y a cette espèce de blessure de l'injustice et perfectionnisme qui est assez relié, mais de la même manière qu'il y a aussi le rejet. Il y a le perfectionnisme qui revient. D'ailleurs, c'est pour ça que, comme j'ai dit au début, blessure de rejet et blessure de l'injustice sont vont de pair, où l'une peut cacher l'autre. Qui dit blessure de l'injustice va chercher la justice, et donc du coup, il y a un côté très pragmatique, il veut des faits. D'ailleurs, son masque, c'est la rigidité. Et sa plus grande peur, c'est la froideur. Ce qui, du coup, là, il y a un espèce de paradoxe assez intéressant. Finalement, la dernière blessure, qui est celle de l'humiliation, eh bien, dans l'attitude et les comportements de tous les jours, eh bien, il y a cette envie de tout faire pour être digne aux yeux de ceux qu'elle aime. Il y a une mission qui lui est donnée d'alléger la souffrance de l'humanité. Et il y a ce besoin de faire passer les autres avant elle. En même temps, elle a de la peine à se laisser materner. Et il y a vraiment une conscience de l'impact que des mots, des paroles peuvent avoir. Donc il y a une attention particulière aux mots qu'elle va utiliser. Il y a aussi tout cet aspect de ne pas reconnaître sa sensualité et elle rejette les plaisirs et tout ce qui est associé au sens. Parce que d'ailleurs, la blessure de l'humiliation, il y a tout un aspect sur le fait d'humilier sur des sens ou le plaisir que l'un peut avoir. Le plaisir, par exemple, de se trouver beau, belle, ou bien le plaisir aussi d'avoir une haute estime, de commencer à croire en soi. Hop, tout ça, c'est cassé par la personne qui fait cette blessure. Et du coup, il y a une espèce de dissociation et de rejet du plaisir. D'ailleurs, le masque de cette blessure, c'est le masochisme. C'est-à-dire que la douleur a quelque chose d'intéressant, la douleur est acceptable. Parce que généralement, quand il y a la blessure de l'humiliation, eh bien, ça fait très mal, comme je l'ai expliqué, et aussi, du coup, c'est quelque chose qui est approuvé en même temps. Et sa plus grande peur, c'est la liberté. Parce que la liberté, c'est le sommet de s'être écouté, se faire plaisir, être aligné. Et si la personne a été brisée dès son enfance, à chaque fois qu'elle est rentrée en résonance avec cela, eh bien, il y a une association qui se fait automatiquement avec être libre est égal à être égoïste, penser qu'à soi, est égal pas bien, est égal quelque chose de très négatif, et donc il y a une énorme peur, parce que qu'est-ce que j'en fais de ma liberté, vu que ce n'est pas acceptable? Je préfère alors m'enfermer dans des schémas qui sont douloureux, mais qui ont de la valeur. D'ailleurs, et je crois que je l'ai répété plusieurs fois, mais là je le réitère, il y a encore une grande confusion avec l'humilité et s'humilier. L'humilité étant une valeur que l'on prône comme étant une belle valeur, et qui correspond justement au fait de ne pas trop se mettre en avant, etc., de connaître sa place, de aussi pas se mettre au-dessus des autres, mais aussi de pas se mettre en dessous des autres, ce que l'humiliation a tendance à faire. C'est-à-dire que vous êtes un peu plus bas que terre, les autres sont au-dessus de vous, sont mieux que vous. Donc voilà, avec ça, je vous laisse pour cette semaine. Laissez décanter tout cela, prenez des petites notes, puis je vous dis à la semaine prochaine pour justement discuter de qu'est-ce qu'on peut en faire en fait de ces blessures. Je vous remercie pour votre écoute, et si vous avez envie de commencer un coaching avec moi ou de vous inscrire pour le programme d'auto-coaching, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, c'est avec plaisir que je vous réponds. Des gros bisous et prenez super soin de vous.